Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La Fondation du Rhin Abitibi-Témiscamingue joue un rôle vraiment essentiel dans notre société. Alors, pour nous en parler, je reçois le président de cette fondation, M. Normand Lemieux. Monsieur Normand, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Normand, je suis tellement content de vous avoir en entrevue. On en a fait déjà quelques années passées. Et voilà. Puis, on vous avait délaissé un peu. On ne s'était pas perdu de vue, mais je faisais aussi beaucoup d'entrevues avec la Fondation du Rhin Abitibi-Ouest, surtout. Puis, tout à coup, un téléphone de mon ami Normand qui me dit « Gaby, si tu es encore là, j'aimerais ça aller faire un tour. » C'est toujours avec grand plaisir que je vous reçois, monsieur. Merci beaucoup. Moi, si je vous demandais à brûle pour point, pourquoi la Fondation du Rhin? Je sais que c'est important, on en a parlé, c'est pas important, c'est essentiel, il faut le dire. Mais pourquoi la Fondation? Puis, en même temps, je peux embarquer l'autre question qui s'y rattache, le rôle de la Fondation du Rhin chez nous, en région. OK. Bien, vous savez que la Fondation du Rhin, c'est une fondation qui travaille beaucoup pour les insuffisants rénaux qui sont dans le monde. Fait que c'est pas seulement les gens en dialyse qui ont un problème rénaux, c'est une personne sur 14 actuellement qui est atteinte d'insuffisance rénale là, au Québec. Une sur 14? Sur 14. Donc, ça commence déjà à s'avancer. Donc, il y a des gens qui se retrouvent déjà en problèmes rénaux avant, plus rapidement que d'autres. Et la Fondation, là, son principal but de la Fondation, on dit que c'est pour éliminer le fardeau que représente cette maladie-là auprès des patients. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est financer, favoriser la recherche aussi innovatrice là, pour améliorer la prévention. On veut aussi qu'il y ait des programmes éducatifs qui soient faits aussi, du soutien auprès des patients. On a des personnes à risque aussi qui ont besoin aussi. Puis on veut donner aussi aux autres personnes le besoin qu'ils ont pour subir à cette maladie-là. Puis on essaie aussi de prôner pour avoir un meilleur accès puis de qualité aussi aux soins de santé là, pour les patients dialysés rénales, en pré-dialyse ou en dialyse même, ou après aussi d'une greffe. Et on veut aussi sensibiliser le public à l'importance de signer la carte de don d'organes. Ça, oui. Et faire un don d'organes aussi à notre décès. Dépendamment de si c'est un décès neurologique, si c'est un décès après arrêt cardio-respiratoire, est-ce que c'est un décès après l'aide médicale à mourir. Donc, c'est un décès de don vivant aussi qui peut se faire facilement de plus en plus. Vu que vous touchez le sujet, on va y aller tout de suite, si vous me permettez, Normand. C'est que quand on dit signer sa carte, moi, là, je sais pas, est-ce qu'on l'a fait déjà ou on devrait le faire pour sensibiliser les gens? Signez votre carte de don d'organes si vous ne voulez pas être prélevé, soit d'un rein ou peu importe, d'un cœur. Mais signez-la si vous ne voulez pas. Parce que les gens, malheureusement, on reçoit ça, puis bon, je vais mettre ça dans mon portefeuille, puis je signerai ça là, plus tard. On ne pourrait pas faire l'inverse. Bien, c'est ce que beaucoup de nos patients en attente de greffe ils souhaiteraient que ça se fasse de cette façon-là. Par contre, on est pris avec la législation. Il y a eu des recommandations au niveau de l'Assemblée nationale pour faire revirer ça aussi, pour que ce soit l'inverse, comme vous dites, qu'on puisse prendre ceux qui n'ont pas signé, qui n'ont pas de données, bien, automatiquement, s'ils deviennent des donneurs potentiels, bien, nous, dans les hôpitaux, on a pu les catégoriser, puis c'est là qu'on procède à ce moment-là. Et on a toujours le droit de demander à la famille si elle accepte, mais l'approche à la famille pour le faire aussi, c'est très important. Donc, c'est important de former le personnel aussi dans les hôpitaux. Quand ça arrive, cette situation-là, que les gens puissent comprendre la situation, puis où qu'on est rendu, puis que là, on pourrait procéder à une greffe d'organes, puis sauver des vies aussi. Est-ce que les gens sont plus faciles d'approche depuis quelques années ou depuis peut-être une décennie et plus? Est-ce que les gens sont plus sensibilisés aux dons d'organes? Je sais qu'on a fait des entrevues souvent ensemble, puis on parlait de dons d'organes, que les gens n'étaient pas tout à fait sensibilisés. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont plus sensibilisés à ça? Est-ce que les gens peuvent s'attendre à se faire poser, mais pas parce que s'il est décédé, mais que la famille puisse s'attendre à se faire poser cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, je répète ma question, les gens sont plus sensibilisés, les familles sont plus sensibilisées à un don? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de gens qui
qui sont d'accord au don d'organes, qui sont prêts à donner leur don d'organes. Mais le plus gros problème, c'est que si la famille n'est pas avisée, donc si quelqu'un de ton membre de famille décéderait, puis il serait en don d'organes, puis il n'a jamais parlé, peu importe les gens, mais des fois, on leur dit, ben là, il a signé sa carte d'assurance maladie, on a une autorisation auprès du notaire, on a toutes ces choses-là, mais ça arrive qu'ils refusent aussi. Fait que le plus gros problème, c'est les refus de famille qui fait en sorte que on perd ces donneurs-là parce qu'ils n'ont pas fait connaître leur volonté. Fait que l'important, c'est de dire à notre famille que si jamais on vous fait la demande puis que c'est possible, allez-y, puis je suis d'accord, est-ce que ça se fasse? Parce que on touche un point sensible, là, puis il faut faire attention là, comment je vais poser ma question. Mais ce qui reste un fait quand même, la personne qui est décédée, moi, je me dis une chose, si son organe ou ses organes peuvent sauver une vie seulement, c'est un don fantastique. Puis, cette personne-là, elle est morte. Ça ne lui fait pas mal. Elle est décédée. Fait que c'est ça des fois qu'on peut se dire, ah non, vous ne toucherez pas à mon mari, c'est pas vrai, vous ne le couperez pas. Mais c'est ça, les gens commencent à être plus sensibilisés. Absolument. Oui, puis tu vois, cette année, on a eu quand même 6 références qui s'est fait de l'Abitibi pour un don d'organes. Il y a eu 2 donneurs qui ont été acceptés et on a pu greffer 8 organes chez des personnes. Donc, on a 8 personnes qui ont pu recevoir des organes grâce à nos 2 donneurs de l'Abitibi. Donc, ça marche quand même tout le temps. C'est sûr que si on pourrait encore mieux, si on pourrait le faire mieux. Oui, on avait le contexte de la pandémie qui ne nous a pas aidé non plus de ce temps-ci, mais ça commence à remonter tranquillement, pas vite. Là. Puis donc, avec le processus d'aide médicale à mourir aussi, qui est enclenché de plus en plus. Donc, ça, on est capable de voir. Là, tu vois, on a eu cette année 24, au Québec, 24 dons d'organes par aide médicale à mourir. Ah oui. Donc, les gens peuvent donner leur rein là, au moment qu'on fait leur aide médicale à mourir, ils peuvent faire un don de rein, dépendamment de leur état de santé naturellement, mais ça se fait très bien. Et le plus gros côté qu'on veut, c'est les donneurs vivants. Le donneur vivant, c'est un des plus faciles dons qui peut être fait. Ça se fait entre personnes, entre familles. Ça peut se faire aussi de façon altruiste pour n'importe qui. Donc, c'est des choses qui ça fait beaucoup mieux. Les personnes sont bien préparées, sont toutes déjà évaluées. Sont bien renseignées. C'est ça. Puis quand on fait la greffe, bien, la rapidité de greffer aussi est bien plus importante parce que là, on sait comment ça va aller tranquillement. On n'est pas à la course non plus. Comme quand c'est un donneur cadavérique où qu'on doit dépêcher à transplanter les organes. Moi, si je vous demandais, parce qu'on sort un petit peu là, du sujet, mais je trouve ça tellement important. Comment une personne s'aperçoit que ses reins commencent à mal fonctionner? Ouais, il y a plein de facteurs, c'est sûr, mais à un moment donné, les gens ont des problèmes de pression artérielle. Donc, souvent, la tension artérielle va nous donner un mauvais signe qui peut avoir un problème parce que ça veut dire que les artères sont durcies un peu. Donc, les médecins, souvent, ils vont surveiller la fonction rénale. Donc, la fonction rénale est suivie de près. Souvent, les gens vont développer du diabète. Encore là, le diabète aussi, c'est un problème qui peut attaquer nos reins facilement. Donc, les gens atteints d'hypertension, diabète. Quand on fait nos cliniques de santé rénale, entre autres, c'est ce qu'on fait. On prend les signes vitaux des patients, on leur fait un test de glucosucre. Puis si c'est un petit peu en dehors des marges normales, bien là, on dit, il faudrait surveiller ça parce qu'il y a peut-être des risques que vous attrapez, que vos reins soient affectés à long terme. Alors, il faut faire attention. Donc, c'est ça aussi. On parle beaucoup d'alimentation qui est important aussi, qui fait que c'est sûr qu'on est mal alimenté, bien, c'est sûr qu'on ne donne pas de chance à nos reins ou à nos organes non plus, là, d'être en pleine santé aussi. Mais l'avantage qu'on a en étant malade d'insuffisance rénale, c'est que sans en mourir, au moins, on peut être traité par la dialyse, là, dans le pire des cas. Donc, ce traitement de dialyse-là nous permet de continuer à vivre jusqu'à ce qu'on puisse avoir une greffe rénale. On va être référé à la dialyse, à quel stage? À quel stade? Bien, il y a des stades différents, ça dépend des personnes. Il y a des stades, c'est 1, 2, 3, les stades là, le plus proche, c'est des stades 2, 3 qui sont plus préoccupants là, parce que les autres, c'est surtout la fonction rénale qui fait en sorte que le néphrologue va décider d'aller plus rapidement là, à la transplantation là, pour une greffe rénale. Mais la dialyse va compenser aussi, mais vous savez que la dialyse, c'est 3 heures à 4 heures par jour aux 2 jours que tu dois te présenter dans une clinique pour te faire hémodialyser. Il y a des gens qui ont de la péritonéale à la maison, donc c'est un autre procédé aussi, mais c'est quand même ardu et long aussi pour ces patients-là. Il faut surveiller ça. Fait que la Fondation, elle va vous aider ces gens-là. Elle va leur permettre aussi d'avoir des services aux patients pour leur compenser aussi là, pour les transports, les hébergements. Puis s'ils ont des rendez-vous à l'extérieur, bien, à la Fondation, là, on peut aider à supporter ces gens-là.
Alors, ce sont les objectifs de la Fondation. On vient pas mal d'en parler. Ouais. Mais c'est tellement important. Qu'est-ce que ça prend pour que deux personnes puissent se faire... Mettons, moi, je veux donner mon rein à X monsieur, oui, X madame. Qu'est-ce qui fait que je peux lui donner? Est-ce que c'est par des prises sanguines, des choses? Oui. Ce qui est toujours les tests sanguins, c'est les compatibilités sanguines. Compatible, c'est ça. La compatibilité, c'est de vérifier toutes les composantes de votre organisme sanguin avec le patient. Donc, toutes les protéines, les HB2, il y a beaucoup de facteurs qu'on n'expliquera pas ici, mais c'est très bien fait. Puis le fait de le faire avant la greffe, bien, ça permet d'être certain que la personne qui va donner son rein à une autre personne, bien, il y a moins de risque de rejet aussi, parce que c'est plus facile à garder un rein de ta sœur ou de ton frère qui est beaucoup compatible avec toi, donc c'est facile aussi, ce genre. C'est ça que je voulais en venir. Est-ce que c'est plus facile entre parents? Oui, bien, c'est sûr. Oui. Mais on trouve souvent des bons matchs aussi là, avec des donneurs cadavériques, là, mais c'est sûr que c'est encore plus facile quand c'est un membre de notre famille là, qui peut nous faire un don. Puis l'histoire de perdre un rein pour le donner, ça doit être aussi une décision qui est quand même difficile. Oui, parce que là, il t'en reste un. Là. S'il ne fonctionne plus à un certain moment donné, tu n'as plus. Là. Non, puis si tu as des problèmes déjà d'hypertension, tu as des fois des problèmes de maladies graves, ben, tu ne pourras pas être donneur de toute façon. Il faut vraiment que la personne soit en très, très bonne santé pour être capable de pouvoir donner aussi. Là, parce que les évaluations qu'on fait, il y a beaucoup de tests à passer avant l'examen. Est-ce qu'il y a un âge maximum et minimum? Ben, c'est de 18 ans à 70 ans pour les donneurs vivants. Là. OK. Habituellement, on va dans ces strates d'âge-là. Là. Une personne en bonne santé. 4 centres de dialyse en région, c'est sûr que c'est essentiel. Et moi, je ne veux pas être défaitiste, mais là, comme on dit, les mains me sont tombées en bas des poignets, comme on dit. Mais quand j'ai su que Amos n'avait pas de centre de dialyse, j'ai resté excessivement surpris. Là, actuellement, on en a un à La Sarre, à Rouen, à Val-d'Or? Val-d'Or et Ville-Marie. Et Ville-Marie. Oui, donc, le centre qui manque, c'est Amos. Amos, actuellement, oui. Est-ce que c'est dans les visées d'avoir ça s'est déjà parlé, mais quand on regarde au niveau des normes du gouvernement, les lois gouvernementales, puis les fameuses décisions aussi, on donne des soins à quel endroit, jusqu'à quel temps. Tu sais, on ne peut pas donner des services nécessairement partout non plus. Mais ce qui est dit dans les règlements, c'est que c'est un temps maximum de 3 heures, l'aller-retour, pour le déplacement pour aller à un traitement de dialyse, exemple. Donc, nous, on est près de Val-d'Or, donc on n'a pas le 3 heures aller-retour, qui fait que avant de décider d'ouvrir un centre de dialyse, mettons, à Amos, bien, la seule grosse problème, ce serait qu'on aurait 25 patients en dialyse, exemple. Mais on n'a pas autant que ça. Pour Amos, il y en a 4 ou 6 personnes qui se promènent quand même à tous les semaines. Là. Mais ça fait que si on serait peut-être à 10-12 patients tout le temps, peut-être que là, le changement se ferait peut-être. Mais ça n'empêche pas aux gens de travailler pour qu'on puisse avoir au moins une idée de ce que ça... Est-ce que dans l'avenir, ça serait possible que... Parce qu'il me semble que, dans des cas, parce qu'on a parlé, on dit qu'ils se dépensent tellement d'argent. Je n'ai rien contre les différentes associations qui reçoivent de l'aide gouvernementale. Je n'ai rien contre ça. Sauf que des fois, on se pose des questions parce que ça, faire 3 heures d'automobile pour aller recevoir un traitement en dialyse. De 3 heures. De 3 heures. Avec ta journée. Tous les jours. Aux 2 jours. Aux 2 jours, quand même. Quand même. Ça ne doit pas être facile. C'est pas facile. En tout cas, il faudrait peut-être penser à ces personnes-là aussi. Activité de financement de la Fondation. Bien, la Fondation du rein, la principale activité de financement qu'on fait, c'est les marches. Donc, on fait des marches ici en région. L'an passé, on a fait une marche à Val-d'Or. Ça faisait plusieurs années. Ça fait presque 10 ans qu'on fait marche à Val-d'Or. À Rouen aussi, on s'en a fait des marches. Et l'année passée, on a repris une marche à La Sarre. Donc, La Sarre a fait aussi là, leur part. Puis, du côté d'Amos, on ne fait pas des marches, mais on fait des sollicitations auprès des entreprises locales. Donc, c'est avec un président d'honneur. Fait que si on regarde pour Rouyn-Noranda, c'est M. Marcel Laflamme, qui est responsable, là, ambassadeur, en fait, pour la marche. Cette année, ça va être le 16 septembre qui va avoir lieu la marche. On est au jardin d'eau. Jardin à Fleur d'eau. À Fleur d'eau. Donc, c'est là qu'on va être installé là, pour la journée du 16 septembre. Val-d'Or, on a Mme Sabrina Lemay et sa fille, qui a donné un rein à sa fille Coralie.
Elle est ambassadrice aussi là, pour nous, pour la présidente d'honneur pour cette année. Pour le côté de Val-d'Or, ça va être le 17 septembre. Et à la Sarre, on a Mme Lisette Côté, qui est notre ambassadrice du côté de la Sarre, et c'est le 9 septembre. Donc, ça se concentre vers l'automne. Oui, oui. Puis, bon an, mal an, avec toutes les petites levées de fonds qu'on fait, on a ramassé presque au-dessus de 84 000 là, pour l'Abitibi-Témiscamingue. Ça va super bien quand même. Si on regarde à travers le Québec, je vous dirais qu'on est les deuxièmes là, après Québec comme donneur pour les financements pour la Fondation Durand. On est très heureux de ça. Et cet argent-là sert à quoi? Bien, vous direz 60 % c'est pour le service aux patients. Donc, on veut donner des chances aux patients d'avoir des services le plus possible. Le 40 % qu'on a, on le dédie à la recherche. Parce qu'on veut que nos chercheurs trouvent un moyen de diminuer l'impact des insuffisances rénales, de trouver un traitement qui va être beaucoup moins long sur une chaise, exemple, pour dialyser. Est-ce qu'un jour, on aura la chance d'avoir quelque chose? Bien, on travaille beaucoup là-dessus. Puis, il y a beaucoup d'études qui sortent, puis beaucoup de recherches qui font en sorte que ça allait alléger beaucoup aussi le fardeau. Parce que il faut se rappeler, et espérons que ça n'arrivera plus jamais, mais il faut se rappeler qu'à un certain moment donné, il fallait aller à l'extérieur de la région pour recevoir un pareil traitement. Oui, il fallait déménager. Oui. C'était terrible. Oui, c'est effectivement que on est quand même chanceux d'avoir quelque chose en région avec nos centres. Mais ça reste que... On a 400 de dialyse. Moi, je me suis un petit peu offusqué dans le sens qu'Amos n'en avait pas, puis il devrait en avoir un. Mais ça, comme vous l'avez dit, il ne sera pas dit qu'il n'y en aura pas jamais. Mais au moins, on en a 4 en Abitibi-Témiscamingue. C'est ça. Puis il y a plus de 100 patients là, qui sont en dialyse là, en Abitibi-Témiscamingue, dans les centres. Fait que, quand on regroupe tous nos centres au complet. Là, OK. Parce que si on regarde, on disait que, bon, Amos en a pas, Val-d'Or en a un, puis Ville-Marie, Rouyn-Noranda, La Sarre et Val-d'Or. Actuellement, c'est au-dessus de 100 patients? Oui, plus. Et plus. Je ne sais pas le chiffre exact, oui, je vais chercher, là, mais je dirais même 140 et plus actuellement. Mais on a aussi, on peut avoir jusqu'à 300-400 patients en insuffisance rénale aussi en Abitibi qui sont suivis déjà par nos néphrologues, parce qu'actuellement, on a 2 néphrologues maintenant permanents en Abitibi. Okay. Donc, on peut permettre d'avoir au moins les services de néphrologues sur place là, qui, lui, couvrent la région complète. Donc, c'est plus facile aussi pour nos patients. Ils ne sont pas allés virer à Montréal juste pour aller faire un rendez-vous avec le néphrologue. Maintenant, on a ce service-là aussi qui aide en région là, pour ces patients-là. C'était super le fun. Puis l'autre revenu qu'on a, c'est l'auto-rein. L'auto-rein, ça fait des années qu'on entend parler d'auto-rein. Donc, ça, quand on donne notre vieille auto, que la carcasse est finie, s'il reste 4 roues dessus, on peut appeler auto-rein. Auto-rein va récupérer votre voiture. Il va vous donner un reçu d'impôt de 700 $ que vous allez pouvoir déduire sur votre rapport d'impôt. Okay. Et l'auto, l'auto va revenir, un montant de 300 $ va revenir à la Fondation pour financer la Fondation. En fait, ça veut dire quand on voit une vieille minoune là, dans le fond d'une cour, là, gênez-vous pas, appelez auto-rein. Parce que cette vieille minoune-là, vous pouvez aider du monde avec ça. Oui, c'est ça. C'est Kenny Hall, ici, en région, là, qui s'occupe de récupérer les autos. OK. Fait qu'on a un contrat avec eux autres, là, c'est provincial. Fait que c'est eux autres qui vont venir chercher l'auto, puis ils n'avaient pas besoin de vous déplacer pour aller la porter, là. Fait qu'ils vont venir chez vous, dans chez vous, puis ils vont venir chercher l'auto. Le temps qu'ils peuvent l'embarquer sur un trailer, là. Et voilà, c'est ça. Fait que ceux qui ne savaient pas, ben là, vous le savez, vous avez une vieille auto dans le fond de la cour chez vous, puis elle est après pourrir là, puis elle va rester là. Appelez, s'il vous plaît, parce que vous pouvez sauver peut-être une personne, mais pas rien que sauver une personne, c'est que vous pouvez faire du bien aussi avec un don monétaire, parce que l'association va recevoir un certain montant d'argent à ce moment-là. Monsieur Lemieux, merci infiniment. Ce fut vraiment votre travail auprès de la Fondation Durand. Votre travail est essentiel. Et puis, félicitations pour tout ce que vous faites et votre équipe également. Ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'on recherche des bénévoles. À notre fondation, vous savez que les bénévoles, c'est des trésors précieux. C'est le cœur. C'est le cœur de toute organisation de fondation. C'est le rein. Et ouais, c'est notre rein, c'est le rein de toutes les sections. Exactement. Donc, pour nos activités, en tout cas, si on est capable d'avoir des gens intéressés, nous, on a une coordonnatrice régionale en région qui s'occupe aussi de nous aider à les activités, là. Fait que vous pouvez vérifier sur le site Internet, là, puis aller voir dans la section Abitibi. Puis si vous êtes intéressé à venir travailler avec nous, on va être plaisir de vous accepter.
Ça peut être juste pour une activité précise, mais ça peut être aussi faire partie de la section général. aussi, là, parce qu'on est un petit groupe on a une section en Abitibi. On est un petit groupe qui l'a. Monsieur Lemieux, ce fut un plaisir. Je vous remercie Merci de infiniment. l'invitation. Puis, continuez votre très beau travail. Let's go. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et après, nous allons recevoir un greffé du Rhin qui va venir faire un témoignage ici. Alors, reste avec nous. Donc, on poursuit cette émission avec une personne qui est greffée rénale. Alors, recevoir une greffe de rein peut changer vraiment toute une vie. Alors, il va en témoigner, lui. Il va vous en parler. Vous allez voir c'est quoi exactement. Alors, j'en parle justement avec un greffé qui est M. Brian Harvey. M. Harvey, bonsoir. Bonsoir. Très content que vous ayez accepté notre invitation parce que on en a l'exemple flagrant ici que vous êtes une personne greffée d'un rein. Depuis 10 ans et demi. 10 ans et demi? Oui. OK, bon. Moi, là, comme première question, et je suis certain que votre réponse va être positive, ça change une vie. Premièrement, ça change une vie de savoir que il va falloir aller en dialyse. Et ça change une vie de recevoir une greffe de rein. Dans les deux cas, absolument. Là. Alors, quand vous vous êtes aperçu ou que votre médecin s'est aperçu que là votre rein diminuait continuellement, comment on fait face à ça? Bien, juste pour remonter un petit peu, la première indication que j'avais un problème de rein, c'était pas avec l'autre pression, c'était avec une attaque de goutte. Et Okay. je ne sais pas si vous avez déjà eu, mais ça fait mal. Et je suis allé à l'urgence à la SAR et ils ont fait les tests de sang aussi. Puis ils ont indiqué que j'avais un taux de créatinine et de l'acide urique élevé dans mes reins. Donc, ma mère était maladie rénale aussi. Elle était en dialyse, elle a eu une greffe. Et donc, je savais que c'est quelque chose de génétique. Donc, c'est pas inévitable. C'est pas tous les membres de ma famille qui est la maladie rénale. Mais que probablement, j'avais le même destin. Donc, j'étais rapidement suivi par un néphrologue à Rouen et prise de sang 2 fois par année et ça diminuait tranquillement. Le taux de créatinine montait, l'acide urique montait et mon fonctionnement rénal diminuait. Et ça faisait au moins 15 ans. Donc, j'avoue que c'est un sentiment... bon, je vais juste dire négatif, là, mais vous savez que vous en alignez pour la dialyse. Et quand j'ai arrivé autour de 15% de taux de fonctionnement, j'étais encore relativement en forme. Personne ne savait que j'avais une maladie rénale. J'essaie de mettre en forme, manger bien. On commençait à parler de dialyse. Et en même temps, ma conjointe, elle regardait l'avenir et moi dans les yeux et a dit, on a discuté avec mon néphrologue et elle a dit qu'elle voulait passer des tests pour voir s'il était compatible. OK. Après 25 ans, on était compatibles sur un certain niveau sentimental, mais non au niveau rénal. Puis, on a fait tous les tests, puis elle s'avérait compatible. Donc, à partir de là, il y a à peu près une année de tests pour nous deux, d'examens, toutes sortes de tests, parce que non seulement il ne veut pas investir de mettre un rein dans quelqu'un qui a d'autres problèmes sérieux, et il veut, comme il n'y a pas de bénéfice comme tel, à part du sentiment d'avoir fait du bien au donneur, c'est important que le donneur soit très en forme, donc qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Donc, ça a pris à peu près 1 an pour toutes sortes de choses, non seulement physiques, etc., mais mentales, sentimentales, etc. On a été examinés par toutes sortes de monde. Avant d'aller en dialyse, avant d'arriver à ce point-là, on a pu
avec les néphrologues, dire quand est-ce que c'est le moment le plus commode pour vous? Quand est-ce que ça vous adonne? On était tous les deux profs à U4 et on s'est dit, bon, dans le coin d'octobre, mi-octobre, alors en octobre, le 15 octobre, mi-octobre exactement, on était à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour... Donc, vous n'avez pas eu à être dans l'attente d'une greffe, dans le sens que, bon, il me faut une greffe du rein. Oui. Là, pour de suite, j'ai personne. Là, je vais attendre Non, un donneur. Non, j'avais pas, effectivement, je n'avais pas cette, mettons, angoisse Oui, ou exactement, inquiétude de dire est-ce qu'il y a quelqu'un... Quand ça va arriver. Quand est-ce que ça va arriver, etc. Non, exactement, j'avais pas cette anxiété-là. En fait, c'est un élément positif du système qui, si vous trouvez un donneur, ils vont tout faire pour organiser que l'intervention arrive au bon moment. Puis, Donc, dans votre malchance, vous avez eu une chance énorme, une chance unique que votre conjointe a pu vous donner un rein. Alors, en fait, elle dit que c'est pas un don, c'est un prêt. Ça, c'est juste pour ma... Et voilà, exactement. C'est là que l'on reconnaît la jante féminine. C'est ça. Sans en vouloir à personne. Le service aux patients, c'est important. Oui. Vous êtes dans ça. Oui, pour la Fondation canadienne du rein, oui, je suis bénévole après ma greffe, puis tout va bien en ce qui concerne ma santé. Pour ça, je suis vraiment assez exemplaire. Bon, j'ai été contacté par quelqu'un de la Fondation en région et je trouvais parmi toutes les choses que la Fondation fait, comme j'ai une expérience familiale et personnelle, j'ai offert de faire partie du groupe ici et travaille comme bénévole responsable d'aide aux patients. Vous savez que le système de santé au Québec est très bon, on sait que c'est débordé, etc., mais que on s'occupe bien des patients rénaux. Mais il y a quand même certaines choses, c'est pas si c'est des cracks à travers le système, mais il y a pour certains éléments où est-ce que la Fondation peut venir en aide des gens qui ont besoin. En termes financiers, souvent c'est de l'aide ponctuelle pour des gens qui sont en besoin. Je me donne un exemple, une greffée qui a été donné un rendez-vous avec un dermatologue, parce que souvent, il y a des réactions cutanées, etc. Mais il y en a juste 2 dermatologues en Abitibi-Témiscamingue, donc elle a eu un rendez-vous à Montréal. Elle avait contacté la Fondation, m'a contacté pour savoir est-ce que la Fondation pourrait aider. Bon, on a fait un budget, autobus, combien de jours à Montréal, le per diem, etc. Et puis, on a trouvé de l'argent pour elle pour qu'elle puisse passer cet examen-là. Bien, bravo à vous, parce que réellement, ces personnes-là ont besoin de gens comme vous. Oui, j'ai cet exemple. Je suis content de vous voir parce que vous êtes vraiment en grande santé. Absolument. Et on peut remercier votre conjointe d'avoir si bien participé. Oui, je vais passer le nom. Monsieur Harvey, merci infiniment, ça fut très agréable. Merci à vous, monsieur. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et bonne semaine.